Lire la suite du bouquin. Lamarckisme, darwinisme, eugénisme, procès, code de Nuremberg, bioéthique. Joseph Arthur, comte de Gobineau, 1816 à 1832, diplomate et écrivain, ami d'Alexis de Tocqueville et de Richard Wagner. Auteur de nombreux romans et pièces de théâtre, est surtout connu pour son essai sur l'inégalité des races humaines, qui comporte plusieurs tomes publiés de 1853 à 1855 et fut considéré comme une référence durant de nombreuses années. Ce livre est en grande partie consacré à la description de multiples civilisations des Cananéens maritimes aux Ariens germains, en passant par les Chinois, les Zoroastriens et les peuplades italiotes aborigènes. La seconde moitié du premier tome, une bonne centaine de pages au cours desquelles Gobineau examine l'origine de l'humanité et celle des races, puis démontre leur inégalité en force, en beauté et surtout en intelligence. Gobineau aimerait contredire ce qu'il appelle les unitaires et affirme que cette origine est multiple, que le blanc, le nègre, le jaune appartiennent à des espèces différentes qui sont apparues ou ont été créées séparément. Cela lui semble s'imposer à la vue de différences physiques et mentales qui pour lui sont aussi évidentes qu'indépassables. À la vision d'un nègre de la côte occidentale d'Afrique, l'esprit se rappelle involontairement la structure du singe et se sent enclin à admettre que les races nègres sont sorties d'une souche qui n'a rien de commun sinon des rapports généraux dans les formes avec la famille mongole. Lorsqu'il en arrive aux habitants de l'Europe, il leur trouve une telle supériorité de beauté et de justesse dans la proportion des membres, de régularité dans les traits du visage, que tout de suite on est tenté d'accepter la conclusion des partisans de la multiplicité des races. Source. Essai sur l'intégralité des races humaines, page 114 de l'édition sur Internet. Je vais vous lire la suite du bouquin. Je pense que l'auteur a dû complètement se planter parce que il y a, la source que je vous ai lue là tout à l'heure avec les deux curés, elle est juste maintenant en fait. La Sainte Bible va renforcer la thèse des unitaristes selon la Genèse. Il n'y a qu'un seul Adam et une seule Ève, et forcé à Gobineau de considérer que toute l'humanité en descend, comme le fait d'Église depuis que la question a été tranchée lors de la controverse de Valladolid en 1551. Et c'est la source que je vous ai dit là tout à l'heure. Moi, je pense qu'il a dû se planter en fait et il a mis source 1 et source 2 à la place de la source qui devait être là. Mais bon, ça peut arriver de se... j'ai vérifié et finalement il a mis des numéros comme ça et qui ne mènent à rien. Bon. Donc la source, ben, c'est la source que je vous avais dit là tout à l'heure. Donc débat qui opposa le dominicain Bartholomé de Las Casas et le chanoine Juan Guinness de Sepúlveda sur la question de savoir si les Amérindiens avaient une âme. Il fut tranché en faveur de Las Casas et des Indiens par le légat du pape, ce qui entraîna une interdiction toute théorique de l'esclavage. Il essaye de comprendre et de prouver comment sont apparues les races si différentes aux caractéristiques aussi fixées, car Gobineau se refuse à croire, comme les font les unitaires, d'après lui que le nègre, le sauvage américain, le tongouse du nord de la Sibérie, peuvent et doivent, sous l'empire d'une éducation similaire, parvenir à rivaliser avec l'Européen. Il se réduit à invoquer une fumeuse énergie climatique que possédait notre globe au premier temps où parut la race humaine. Source. Essai sur l'inégalité des races humaines, op.site. Page 138. Cette énergie agissant sur un type humain nouvellement créé et encore malléable aurait fait apparaître les races et l'unique témoignage persistant de notre fraternité primordiale serait la possibilité de donner naissance à des hybrides féconds. Pour Gobineau, après avoir établi la différence physique des races, il reste encore à décider si ce fait est accompagné d'inégalités, soit dans la beauté des formes, soit dans les mesures de la forme musculaire. Source. Essai sur l'inégalité des races humaines, op.site. Page 146. Mais il tente de rassurer, la question ne saurait rester longtemps douteuse.
Pour la beauté, aucun problème. À mesure que toutes ces races s'éloignent trop du type blanc, elles finissent par produire cette excessive laideur, caractère ineffaçable du plus grand nombre des branches humaines. Pour Gobineau, le beau est une idée absolue et nécessaire, correspondant naturellement à la race blanche. Pour Gobineau, l'inégalité intellectuelle des races est démontrée par celle des civilisations. Et comme la civilisation européenne est sans conteste la plus avancée, c'est que ses constructeurs sont supérieurs en intelligence à tous les autres. Et ils concèdent du bout des lèvres que quelques sauvages particulièrement intelligents pourraient à la rigueur s'élever au niveau commun auquel nos paysans, voire même nos bourgeois, convenablement instruits et doués, peuvent atteindre. Ce livre eut une influence considérable sur la pensée de son époque et même bien plus tard sur les théoriciens fascistes et nazis de l'hygiène raciale. Sur la tombe de Gobineau, enterré à Turin, une plaque apposée en 1932 par le régime mussolinien exalte la figure du penseur précurseur. Ces derniers y puisèrent leurs arguments sur la supériorité de la race aryenne, non sans être obligés d'expurger le texte car il présente les Juifs comme un peuple libre, un peuple fort, un peuple intelligent. Il s'appuie sur une vision complètement européocentriste pour affirmer une hiérarchie en force, en beauté et en intelligence dans laquelle la race blanche, et singulièrement sa variété européenne, aryenne et française, occupe l'échelon le plus élevé. Après Gobineau vint Darwin, ou plutôt ceux qui se saisirent de sa théorie, publiée en 1859 pour situer le noir quelque part entre le singe et l'homme. Dans l'ouvrage qui le rendit célèbre, La Genèse du XIXe siècle, 1899, Chamberlain soutenait que la race supérieure décrite par Gobineau, race indo-européenne que Chamberlain désignait sous le terme de race aryenne, était l'ancêtre de toutes les classes dirigeantes d'Europe et d'Asie, qu'elle n'avait pas cessé d'exister et qu'elle subissait à l'état pur en Allemagne. L'idée de Bayreuth y est récupérée dans le camp pangermaniste et la race allemande présentée comme sauveur de la civilisation moderne, sous couvert de fumeuses théories pseudo-scientifiques dont l'idéologue du nazisme, Alfred Rosenberg, fera son miel. Source. Essai sur l'inégalité des races. C'est pas ça. C'est pas cette source. Christian Merlin. Article Chamberlain. Houston Stewart. Dictionnaire encyclopédique Wagner. Direction Timothée Picard. Arles, Actes Sud, Paris. Cité de la musique 2010, page 324. Chamberlain incluait dans la race aryenne les peuples celtiques et nordiques qu'il considérait comme appartenant à la même famille germanique ainsi que les berbères d'Afrique du Nord. Source. Der edle Moor-Spanins ist nicht weniger als ein reiner Wüstenaraber. Ist zur Hälfte ein Berber aus der arischen Verwandtschaft und nimmt so reichlich gotische Blut in seine Adern auf, das noch heute vornehme Einwohner, traduction, le noble mort d'Espagne n'est rien moins qu'un pur arabe du désert. Il appartient pour moitié à la race berbère appartenant à la famille aryenne et il s'imprègne si abondamment du sang gothique qu'aujourd'hui, encore une partie de l'aristocratie du Maroc peut faire remonter sa généalogie à des aïeux germaniques. Houston Stewart Chamberlain dit Grundlagen des Neuensten Jahrhunderts 1899, F. Bruckmann 1909, 10e édition, page 450, volume 1. Son œuvre fut appréciée et lui valut d'être invité à la cour du Kaiser Guillaume II. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, chevalier de la Marque, dit Jean-Baptiste de la Marque, est parmi ceux qui ont inventé le mot biologie pour désigner la science qui étudie les caractères communs aux animaux et aux plantes. Le terme biologie, du grec bios, vie, et logos, science, a été inventé au début du XIXe siècle en 1802, notamment par Lamarck. Tout ce qui est généralement commun aux végétaux et aux animaux, comme toutes les facultés qui sont propres à chacun, de ces êtres sans exception doit constituer l'unique et vaste objet d'une science particulière qui n'est pas encore fondée, qui n'a même pas de nom et à laquelle je donnerai le nom de biologie. Source.
Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, 1815, page 49. Jean-Baptiste Lamarck est le fondateur de la biologie en tant que science de la vie ou science des êtres vivants. Il est parmi ceux qui ont inventé le mot, mais surtout il comprend la biologie comme une science à part entière, comme une science autonome, c'est-à-dire une science distincte non seulement de la physique et de la chimie, mais aussi de la taxonomie, de l'anatomie, de la physiologie, de la médecine. Pour Lamarck, la biologie a pour but d'étudier les caractères communs aux animaux et aux végétaux, caractères par lesquels ils se distinguent des objets inanimés. En 1808, Jean-Baptiste Lamarck propose sa théorie explicative sur l'existence d'espèces éteintes en mettant en jeu l'évolution des espèces qu'il fonde, en particulier sur l'affirmation des principes de la transmission des caractères acquis, déjà soutenu par Aristote, ainsi que de l'adaptation au milieu. La théorie de Lamarck, le lamarckisme, repose sur l'hérédité des caractères acquis et voit dans le vivant un système réagissant de lui-même aux influences du milieu et capable de mettre ses fonctions en accord avec celles-ci. Lamarck cherche d'abord à comprendre et expliquer les êtres vivants en tant que phénomènes physiques, et c'est pourquoi il invente la biologie et élabore une théorie des êtres vivants. Darwin, quant à lui, cherche avant tout à réfuter les créations spéciales du pasteur William Paley, qui, dans sa théologie naturelle 1803, expliquait la création du monde vivant et l'origine de toutes les espèces par l'intervention consciente et réfléchie de Dieu en personne, en les remplaçant par le mécanisme aveugle, non intentionnel et impersonnel de la sélection naturelle. Dans De l'origine des espèces, 1859, Darwin ne propose aucune théorie des êtres vivants, voir Darwin et la notion de vie. Il ne cherche qu'à expliquer l'adaptation des êtres vivants à leurs conditions d'existence par la sélection naturelle, mécanisme que l'on appliquera ensuite à toute l'évolution du vivant et à partir duquel les scientifiques allaient élaborer la théorie synthétique de l'évolution dans la seconde moitié du XXe siècle. Charles Darwin, dans La variation des animaux et des plantes sous l'effet de la domestication, 1868, donnera une formulation théorique à la transmission des caractères acquis. Source. Euh, André Pichot, 1997, Histoire de la notion de vie, édition Gallimard, collection telle, page 980, ISBN 207 073 1367, chapitre 7, Lamarck et la biologie. Bien que Charles Darwin ait cité Lamarck dans la notice historique ajoutée à la troisième édition de l'origine des espèces, comme le premier qui éveilla par ses conclusions une attention sérieuse sur le sujet de l'origine des espèces. Sa correspondance privée révèle un jugement beaucoup plus négatif. Vous faites souvent allusion à l'œuvre de Lamarck. Je ne sais ce que vous en pensez, mais cela m'a paru extrêmement pauvre. Je n'y ai puisé ni un fait, ni une idée. Lettre de Darwin à C. Lyell du 11 octobre 1859. Je considère, après avoir lu la philosophie zoologique de Lamarck, à deux reprises avec soin comme un livre misérable, je me rappelle bien ma surprise dont je n'ai tiré aucun profit. Lettre de Darwin à C. Lyell du 12 mars 1863. Darwin, quant à lui, cherche seulement à réfuter les créations spéciales, l'intervention divine dans la production des espèces, doctrine créationniste qu'il avait reçue lors de ses études de théologie à Cambridge. Avec les ouvrages du pasteur William Paley. Darwin ne se préoccupe pas de savoir ce qu'est un être vivant, il ne formule aucune théorie sur ce point. Au contraire, il reprend l'idée que l'être vivant est comme une machine, idée dont Paley se servait pour montrer que seul un suprême ingénieur ou un grand horloger pouvait avoir créé des machines aussi bien agencées et adaptées à leur milieu. Darwin, en expliquant la formation de ces machines, leur adaptation à leurs conditions d'existence par l'action de la sélection naturelle, en quelque sorte laïcise l'idée de l'être vivant comme machine, il arrache cette conception à la théologie naturelle et la fait entrer dans le giron de la science de son temps. Darwinisme. Le terme darwinisme provient de l'anglais darwinism, introduit dès 1864 par le biologiste Thomas Henry Huxley, et non par Alfred Russel Wallace, co-découvreur du darwinisme. Toutefois, la première attestation, source. Trésor de la langue française, informatisé, partie étymologie, darwinisme.
Toutefois, la première attestation du terme darwinisme date de 1856 en référence aux théories évolutionnistes du grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin, lui-même scientifique et poète anglais. À l'origine, le terme darwinisme n'avait pas le même sens que celui qu'on lui donne actuellement. En effet, le terme de darwinisme était bien souvent employé dans un sens différent d'un auteur à l'autre. Il était bien souvent utilisé pour désigner le darwinisme social introduit par Herbert Spencer. Source, ce que je raconte. À très bientôt pour une prochaine vidéo.